Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute et comme à votre habitude, vous venez ici à ce micro pour nous parler de sujets. Alors petit sujet psychologique, l'émission porte bien son nom. Aujourd'hui, vous allez nous parler des pervers narcissiques. Il s'agit de quoi là, Éléonore Tarlet, quand on parle de pervers narcissiques? Alors, c'est un sujet qui a été assez tendance, les pervers narcissiques. C'est une structure de personnalité. Alors déjà, pour poser le cadre, nous, en psychopathologie, on a des structures de personnalité qui sont répertoriées. C'est-à-dire que dans le monde entier, tous les psychologues, les psychiatres se servent de ces classifications internationales de maladies mentales. Et il existe la structure de personnalité narcissique. Mais pervers narcissique, ça n'existe pas, nous, dans notre classification psychopathologique. C'est-à-dire que c'est plutôt un terme médiatique. Alors comment est-ce qu'on fait pour dissocier l'un et l'autre ou bien combiner l'un et l'autre? Ça dépend comment on se place. Alors en fait, ce que les journalistes appellent le pervers narcissique, c'est une structure de personnalité narcissique, donc je peux en dire quelques mots, mais en plus il y a la dimension de perversité, c'est-à-dire que c'est une personne qui va prendre plaisir à avoir du pouvoir sur l'autre, à atteindre l'autre, à faire du mal, à manipuler l'autre. Et ça part d'une névrose qui est le narcissisme, c'est ça? Alors, c'est pas une névrose, c'est une structure de personnalité. En gros, on va dire il y a un axe. Il y a les névrosés et les psychotiques. Au milieu, il y a les troubles de personnalité état limite. Et entre les états limites et les psychotiques, on va dire, il y a les structures narcissiques. Donc, la personnalité narcissique, c'est une personne qui s'est structurée en clivant sa personnalité. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui va bien, c'est elle. Donc, c'est une personne qui est parfaite, qui n'a jamais fait d'erreur, qui sait tout, mieux que tout le monde. Et tout ce qui ne va pas chez elle, donc ses défauts, elle va les projeter sur l'autre. Donc, si c'est par exemple une personne qui est égoïste ou qui a fait une erreur, mais c'est jamais elle qui a fait l'erreur, c'est l'autre. Ou c'est l'autre qui est égoïste. Ou voilà. Donc, pour ne pas ressentir la souffrance, mais ça, cette structure, elle s'est mise en place très tôt en termes de développement, c'est souvent avant 3 ans. Pour que l'enfant ne ressente pas la souffrance, il a pris l'habitude de cliver. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est coupé de tout ce qui est négatif et ce qui peut créer de la souffrance. Et il a restauré une image narcissique pour dire que c'est l'enfant parfait et que tout va bien. Et alors donc ça empêche finalement de se remettre, d'avoir une prise de conscience de son propre fonctionnement et de se remettre en... Alors ça évite de souffrir, donc on va dire à court terme c'est bien, sauf qu'en fait à moyen terme, à long terme, si la personne reste sur ce mode de fonctionnement, effectivement ça va pas aller, parce qu'en fait quand on est enfant, on peut apprendre à manipuler son entourage parce que voilà, j'ai mes besoins, mes désirs qui sont satisfaits. Donc si, je sais pas, on me gronde, je fais ma victime, je me mets à fondre en larmes et du coup j'ai un câlin plutôt qu'on continue à me gronder, donc j'ai des bénéfices secondaires. Si je vois qu'en culpabilisant maman, t'es très très méchante, parce que tu vois, tu m'as pas offert un bonbon, t'es très très méchante comme maman. Si ça marche, en fait je vais avoir envie de continuer ce mode de fonctionnement. Mais ces situations ne provoquent pas forcément cette structuration Ce qui provoque la structuration, c'est la recherche de l'évitement de la souffrance. Alors, c'est pas conscient, mais l'enfant, alors, on a repéré, mais c'est pas systématique, que souvent il y avait des problématiques d'abandon dans ce genre de structure de personnalité. Donc, un enfant qui a été alors vraiment abandonné, ou alors qui a été confié chez une nounou, ou qui a pas vu beaucoup ses parents, ou peut-être qu'il y a eu un déracinement. C'est un enfant qui a appris que finalement, en manipulant son petit monde, ça fonctionnait. Donc il va continuer à fonctionner comme ça, et ça lui évite aussi, effectivement, d'avoir accès à la souffrance, de se remettre en question et de se dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, il y a des choses négatives, ça ne va pas ». Et alors, quand on devient adulte, qu'est-ce que ça donne, ces pervers narcissiques? Quel est leur comportement? Comment ça se passe? Ça se passe que si on continue à manipuler, ils vont se trouver des collègues, une compagne, un compagnon qui vont continuer à manipuler. Donc avec les techniques qu'ils ont apprises, qui sont toujours les mêmes. Il existe des questionnaires que vous pouvez trouver sur Internet. C'est une collègue, Isabelle Nazaraga, qui a créé ce questionnaire en 30 points. On retrouve le mode de fonctionnement systématique. Alors attention, ce n'est pas 1 ou 2 critères que vous allez prendre dans le questionnaire. Il y a 30 critères. Il faut que la personne elle ait au moins plus de 14 critères qui soient validés pour que ce soit un pervers narcissique. Et alors, le pervers narcissique peut se reconnaître lui-même, pervers narcissique? Il y a peu de chance. Parce que pour lui, le problème, c'est les autres. D'accord, donc il reste dans ce schéma où
lui fait bien et c'est les autres qui font mal, c'est Ouais, ça? c'est On reste exactement ça. sur cette lignée. C'est tout à fait ça. Et alors, vous pouvez nous donner quelques exemples de comportements dans la vie quotidienne, justement, d'un pervers narcissique envers son entourage? Oui, alors ça peut être par exemple un dîner qui se passe bien, un couple qui a invité des amis, ils rigolent, voilà, ils sont contents. Et puis dès que les amis sont repartis, le pervers narcissique referme la porte et puis le masque qui tombe change de visage et regarde sa compagne en disant mais qu'est-ce qui t'a pris ce soir? Mais j'avais honte de toi, mais t'as vu comment t'étais? Et alors elle, du coup, elle tombe des nues parce qu'elle se dit, mais tout était bien, on rigolait, il avait l'air détendu, il faisait plein de compliments comme quoi il était bien, et là, tout d'un coup, voilà. Et là commence le deuxième round avec le double visage du pervers narcissique où il va régler ses comptes, il va culpabiliser, il va dénigrer, il va faire des reproches, voilà. Donc, c'est une démolition de son entourage, en quelque sorte, qui s'opère? Oui, à petit feu. Alors c'est vraiment le supplice de la goutte d'eau et c'est des choses qu'on va pas repérer tout de suite. C'est même des choses qu'on repère pas parce que comme ils vont complètement nous brouiller le cerveau, on va juste repérer qu'on est de plus en plus déprimé. On peut avoir des symptômes de stress post-traumatique et puis ça peut aboutir au suicide. Mais on va pas forcément tout de suite repérer que le problème c'est l'autre. Alors nous arrivons à la conclusion de cette émission, de cette chronique. Un pervers narcissique, ça se soigne? Pas trop, non. C'est une structure qui est très rigide. Structure narcissique, c'est l'antichambre de la psychose. Et ça se soigne pas parce que la personne n'est pas en souffrance puisqu'elle clive. Donc elle va dire que le problème, c'est la personne qui souffre. Tu vois bien que c'est toi qui vas pas bien, car t'es en souffrance. Bon, alors pour ce mot de la fin, c'est pas très optimiste. Mais donc fuyez. En fait, le mot de la fin, c'est si vous repérez que vous êtes dans ce genre de situation, la seule solution, c'est l'évitement. Il faut partir. Merci Éléonore Tarlet, c'était Petit Sujet Psychologique. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Avec plaisir, au revoir.